Bon, on va démarrer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion d'une épidémie. Donc là, je vais prendre comme exemple une bactérie hautement résistante. Mais en fait, de façon générale, les épidémies, quelles qu'elles soient, elles se gèrent en général de cette façon-là. D'accord ? Donc, c'est un cas clinique. Donc, c'est vous qui allez travailler. Alors, vous avez le laboratoire de microbiologie vous prévient qu'une Klebsiella pneumoniae a été isolé dans le dépistage rectal d'admission d'un patient, M. R, qui est hospitalisé dans le service de réanimation chirurgicale de votre hôpital. Et donc, voilà donc l'antibiogramme. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cet antibiogramme en fait ? Comment ? Voilà, c'est une bactérie multirésistante, hein, c'est vrai, et elle est résistante quasiment à tout. Et en tout cas, vous pouvez voir sur la première boîte qu'elle est résistante à toutes les bêta-lactamines, y compris à l'imipenem. Vous voyez, le disque où il y a marqué IMP, c'est l'imipenem. D'accord ? Donc, c'est une souche très résistante. Alors, bon là, c'était juste une petite question. Donc, qu'est-ce que vous évoquez ? Est-ce que vous évoquez une BLSE sur l'antibiogramme qu'on a vu ? Éventuellement, mais c'est vrai que sur cet antibiogramme, c'est compliqué de dire s'il y a ou pas une BLSE. En tout cas, on fera des tests complémentaires pour rechercher une BLSE. Mais c'est vrai que sur l'antibiogramme, là, on ne peut pas dire s'il y a une BLSE ou pas. D'accord ? Alors, est-ce que c'est un phénotype sauvage ? Non. D'accord. Est-ce que c'est une bactérie multirésistante ? Donc ça, vous aviez répondu. Hein, oui, c'est une bactérie multirésistante. Et même plus que ça, finalement, comment on l'appellera ? Voilà, donc c'est une bactérie hautement résistante. D'accord ? Ok, bon après, est-ce que c'est un mélange de plusieurs bactéries ? Bon, évidemment que tout peut arriver, mais là, ce n'était pas le cas. Hein. C'était vraiment une Klebsiella pneumoniae qui était résistante à tous ces antibiotiques et elle était productrice d'une carbapénémase. Et en fait, l'antibiogramme que je vous ai montré, en fait, c'est la première épidémie à carbapénémase qui a été décrite en France. D'accord ? Donc ça, c'était en 2003. Alors, donc on a dit, hein, bactérie hautement résistante émergente. Alors, en fait, donc là, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en fait bactéries quelles sont les bactéries qu'on regroupe sous le terme de bactéries hautement résistantes émergentes ? Les entérobactéries productrices de carbapénémase ? Oui, d'accord. Donc voilà, les bactéries productrices de carbapénémase, en particulier, donc ce sont les entérobactéries productrices de carbapénémase. Donc ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle les BHRE, donc résistantes à l'imipenem, au doripénem, au méropénem, c'est ça les carbapénèmes, hein, d'accord. Alors, les entérobactéries productrices de céphalosporinase. Oui ou non ? Non, d'accord ? Donc les céphalosporinases, ce n'est pas des bactéries hautement résistantes, d'accord ? Ce n'est pas celles qu'on regroupe sous ce terme-là. Même si quelquefois, il y a des bactéries qui produisent des céphalosporinases qui sont tellement hyper produites qu'on peut avoir des résistances au carbapénème. Mais ça ne fait pas partie des bactéries qu'on appelle hautement résistantes. C'est des bactéries multirésistantes. Les entérocoques sensibles à la vancomycine ? Non. Hein. Les entérocoques résistants à la vancomycine ? Oui. D'accord, ça c'est des bactéries également émergentes. Et les entérocoques donc résistants aux glycopeptides ? Voilà, eh bien oui, en fait. Alors c'est pour ça que je vous ai mis ce terme-là, parce que quelquefois on dit résistante à la vancomycine ou résistante aux glycopeptides. Tout simplement parce que la vancomycine, c'est un glycopeptide. Et parmi les glycopeptides, on a la vancomycine et la teichoplanine. En fait, il y a deux familles, hein, vancomycine et teichoplanine. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'un peu par abus de langage, on dit entérocoque résistant à la vancomycine, parce que c'est celle-là qui a été décrite en premier.
Mais en général, quand elles sont résistantes à la vancomycine, elles sont aussi résistantes à la théicoplanine. Elles sont résistantes à toute la famille, donc elles sont résistantes aux glycopeptides. Donc le bon terme serait de dire entérocoque résistant aux glycopeptides. D'ailleurs, on le voit de temps en temps écrit sous le sigle ERG. Au lieu de ERV, on dit ERG. Alors c'est vrai que les gens sont beaucoup plus habitués à dire entérocoque résistant à la vancomycine, donc c'est ce qu'on emploie habituellement. Alors, donc, c'est ce que je vous ai écrit ici, on les regroupe. Donc, c'est les EPC, donc les bactéries qu'on regroupe sous le terme de BHRE, ce sont les EPC, entérobactéries productrices d'une carbapénémase, d'accord, donc c'est ce qu'on a vu. Les ERG, donc entérocoques résistants aux glycopeptides, ou les ERV, c'est un peu pareil. Et puis je vous ai mis entre parenthèses ce qu'on appelle les abris, donc qui sont les Aciniobacter-Baumannii résistants à l'imipénème, qui sont des entérobactéries qu'on ne classe pas tout à fait dans les BHRE, mais vous verrez pour lesquelles on emploie exactement les mêmes méthodes de maîtrise. Parce que ce sont des Aciniobactères qui sont extrêmement résistants, qui sont résistants à tous les antibiotiques, avec un antibiogramme qui ressemble à celui que je vous ai montré, et qui sont très épidémiogènes, presque plus que les autres, qui sont responsables d'épidémies, en particulier dans les réanimations. D'accord ? Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous les ai mis entre parenthèses, mais elles ne font pas partie en fait de la définition officielle des BHRE. D'accord ? Mais elles sont de plus en plus responsables en fait d'épidémies. Alors, quelles informations allez-vous recueillir auprès des médecins de la réanimation et pourquoi? Donc, je vous rappelle, c'est un patient, voilà, le labo vous appelle, vous êtes réanimateur et il vous dit, voilà, chez monsieur R ou je ne sais plus, en tout cas, on a trouvé une Klebsiella pneumoniae qui est une entérobactérie productrice d'une carbapénémase. Alors, qu'est-ce que vous allez rechercher, quelles sont les questions que vous allez poser? Pardon? S'il est intubé. Pourquoi? Ouais. Oui, il peut avoir une infection entérobactérienne. Là, c'était en fait dans un dépistage. D'accord? C'était dans un dépistage, mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas une question que vous allez vous poser? C'est quand même pas des bactéries qu'on retrouve habituellement. Est-ce qu'il est immunodéprimé? Oui, c'est possible, mais dans la colonisation, non. Ce n'est pas la question. C'est pour les infections, évidemment, on peut revenir sur ce genre de questions. Mais un patient qui est colonisé à une BHRE, quels sont pour vous les facteurs de risque de colonisation à ce genre de bactéries? Alors, il peut avoir reçu des antibiotiques, oui. Mais est-ce que vous savez chez quel type de patient, finalement, on retrouve ces bactéries-là? Voilà, c'est ça. Donc, il faut rechercher, c'est vraiment le patient, c'est vraiment l'information qu'il faudra aller chercher. On va avancer. Voilà les facteurs de risque de colonisation, voire d'infection, à BHRE. D'accord? C'est des patients qui ont des antécédents d'hospitalisation à l'étranger dans l'année. D'accord? Et c'est d'ailleurs systématiquement la question qu'on va poser maintenant à tous les patients qui arrivent à l'hôpital. D'accord? On a des recueils de données et cette question, elle est systématiquement posée. D'accord? Alors nous, par exemple, à l'HEGP, on l'a inclus dans le questionnaire d'entrée des patients. Et les infirmières doivent systématiquement poser ces questions. Et c'est une question bloquante. Donc elles ne peuvent pas avancer si elles n'ont pas répondu à la question. Donc c'est vraiment parce que c'est extrêmement important, déjà pour nous, de savoir si ce patient a des facteurs de risque ou pas de portage de BHRE. Ah ben c'est ce qu'on va voir, vous allez tout me raconter, c'est vous qui allez travailler, vous allez me dire ce que vous pensez qu'il faudra faire. On va y revenir, absolument. Ben, c'est ça l'important. À partir du moment où on essaie de dépister très rapidement les patients, c'est justement pour après mettre en place des mesures.
Donc vous allez voir ce qu'on va mettre en place, enfin vous allez vous me dire ce qu'on va mettre en place, ce que vous pensez qu'il faut qu'on mette en place. Donc c'est le patient qui a un antécédent d'hospitalisation dans l'année. Ce sont les rapatriements sanitaires. Alors bon, ça revient au même, hein. Les rapatriements sanitaires, c'est un patient d'un hôpital à l'étranger qui est transféré chez vous, hein. D'accord? Donc voilà. Simplement, vous avez des patients qui peuvent arriver à l'hôpital et qui ont été hospitalisés il y a 4 mois. Donc ce n'est pas un rapatriement sanitaire. Mais à partir du moment où vous avez un rapatrié sanitaire, il ne passe même pas par les urgences, hein. C'est directement dans le service qui le reçoit. D'accord? Pas de passage par les urgences. Transféré d'un service recevant beaucoup de patients qui viennent de l'étranger, en particulier les services hyper spécialisés, qui effectivement ont des patients qui viennent d'un peu partout pour se faire soigner. On sait que dans ce type de service, le risque est plus important d'avoir des patients porteurs et de passer à côté de ces patients-là parfois. Donc c'est pareil. Alors les patients qui ont eu une séance d'hémodialyse à l'étranger, parce que vous savez, en hémodialyse, en fait, c'est vraiment un carrefour où il y a énormément d'épidémies et de transmission de bactéries, parce que bon, les patients sont les uns à cause des autres, ils sont techniqués, hein, quand un patient va en hémodialyse, voilà, donc il a des soins, il a beaucoup de soins, donc on a énormément d'épidémies dans ces centres-là. Alors, pourquoi on a pris le temps de le préciser? Parce que l'hémodialyse, ce n'est pas une hospitalisation, hein. Les gens, ils vont 4 heures, ils restent 4 heures pour leur hémodialyse et ils repartent. Ben, simplement, le fait d'avoir été hémodialysé à l'étranger, c'est un facteur de risque. Et alors après, ça peut être un patient qui aurait pu être contact dans un autre service, c'est-à-dire qu'il a été hospitalisé en même temps qu'un patient porteur. Donc à ce moment-là, lui, il est à risque. Et puis, alors là encore, je vous ai mis entre parenthèses, parce que ça ne fait pas partie des recommandations officielles, mais ça va probablement le devenir, puisque maintenant on l'a mis également dans notre recueil de données, c'est le voyage dans les 3 mois dans un pays de forte endémie. Donc, on a constaté qu'effectivement, les patients qui ont voyagé dans un certain nombre de pays ou qui sont résidents d'ailleurs dans ces pays ont plus de risques d'être porteurs. D'accord? Donc il y a une étude qui a été faite récemment et qui montrait que les gens qui avaient voyagé dans les 3 mois précédents en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, revenaient très souvent porteurs de BLSE. Alors plus rarement de BHRE, mais nous, on constate maintenant à l'hôpital qu'on pose ces questions, que de plus en plus, on a des patients qui ont seulement voyagé ou qui sont résidents à l'étranger, et quand ils arrivent et qu'on les dépiste, il y a une proportion de patients porteurs. Donc, je vous l'ai mis entre parenthèses, ça ne fait pas partie des définitions officielles, mais en tout cas, maintenant, quasiment tous les hôpitaux les dépistent. Alors, on vous dit que c'est un patient qui est rapatrié sanitaire de Grèce. Alors, donc voilà, quelles mesures on va mettre en place? Voilà, des précautions complémentaires, contact, exactement. Et quoi d'autre? Pardon? Oui, alors, bon, ça on va voir après, mais quand le patient arrive, en fait, d'accord, vous allez le mettre en précaution complémentaire contact, mais vous allez l'hospitaliser dans une chambre double, voilà. Donc c'est chambre seule, c'est effectivement précaution complémentaire contact, et puis vous allez rechercher s'il est porteur ou pas, d'accord? Ok, donc on va faire un dépistage. Et c'est ça qui est très important. Absolument, absolument, tout à fait. Alors déjà, bon, alors c'est vrai que quand ils sont de passage aux urgences, on leur pose très souvent la question. Si c'est le cas, c'est vrai qu'on les met en box isolé, alors que c'est compliqué aux urgences, hein, mais on les met quand même dans un box isolé aux urgences. Et donc quand ils sont hospitalisés, à ce moment-là, on les met en chambre seule et on met en place ces précautions complémentaires. Mais déjà aux urgences, ils le font, d'ailleurs.
Et c'est vrai que quand il y a des patients qui sont porteurs, connus porteurs dans l'hôpital et qui viennent consulter aux urgences, ils ont une alerte. À partir du moment où on rentre le nom du patient, il y a une alerte, ce qui fait qu'ils prennent très rapidement des mesures, même aux urgences. Donc, ça c'est très important, l'isolement géographique. Il ne faut surtout pas mettre en chambre double un patient qui a un facteur de risque de portage de BHRE. Alors ça arrive parce qu'on n'a pas posé la question, on a oublié de poser la question, il est rentré dans la nuit, on a oublié de poser la question, mais bon, très rapidement, il faut mettre le patient en chambre seule. Après, donc on a vu l'isolement technique avec les précautions complémentaires contact. D'autre part, il faut une signalisation, hein, voyez, donc quand vous ferez vos stages, vous verrez. Alors à l'HEGP par exemple, on a des pancartes de couleur jaune, et quand il y a une pancarte de couleur jaune à l'entrée sur la porte de la chambre, c'est que ce patient-là justement a des facteurs de risque de portage de BHRE ou est porteur. D'accord ? Donc ça c'est très important parce que sinon les gens ils rentrent, ils sortent sans se frictionner les mains, voilà. Après, donc, installer une unité mobile de protection devant la chambre, c'est tout simplement cette unité mobile sur laquelle vous aurez des surblouses, des solutions hydroalcooliques, des gants si nécessaire. Mais c'est surtout, en fait, avant d'entrer dans cette chambre, on doit porter une surblouse et puis se faire une friction. Et ne pas oublier surtout d'enlever la surblouse avant de sortir de la chambre et de se frictionner les mains en sortant. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Après, pour ce qui concerne la prise en charge des soins du patient, donc la plupart du temps, ce qu'on va faire, parce qu'il y a juste un patient porteur, on va faire ce qu'on appelle de la marche en avant. Ça veut dire qu'on va commencer par les patients qui ne sont pas porteurs, on va terminer par ce patient-là. D'accord ? De façon systématique, c'est comme ça, et quand vous faites votre visite, ben, c'est comme ça qu'il faudra la faire. Après, évidemment, l'hygiène des mains. On va dépister le patient, d'accord ? Dès l'arrivée, il faut tout de suite le dépister puisque ça permettra qu'on ait le résultat assez rapidement. Et puis après, il faut informer le personnel, d'accord ? Quand l'infirmière viendra vous dire, voilà, lui, il a un antécédent d'hospitalisation à l'étranger, donc il faut que tout le monde soit bien informé pour que les mesures soient mises en place. Et en fait, la signalisation, ça sert à ça. C'est clair pour vous ? Ouais. Oui. Ah oui, bien sûr, mais c'est la seule façon de savoir s'il est porteur ou pas. Parce qu'en fait, le portage, il est digestif, aussi bien pour les entérobactéries que pour les entérocoques. Donc, si on ne fait pas de dépistage par écouvillonnage rectal, en tout cas, il faut qu'on ait des selles. Il y a des patients qui refusent l'écouvillonnage. Donc, quelquefois, bon, ben, on a des selles, mais bon, c'est quand même pas très pratique. Si on ne fait pas ce dépistage, on ne pourra jamais savoir s'il est porteur ou pas. D'accord ? Ah, il a d'emblée la pancarte jaune parce qu'il est en suspicion de portage. Parce que malheureusement, le dépistage, vous ne l'aurez pas dans l'heure. Hein, vous l'aurez 48 heures après. Puisque c'est de la culture bactérienne. On va l'ensemencer au labo et vous n'aurez le résultat que 48-72 heures après. Donc on n'attendra pas 72 heures où il n'y aura aucune précaution qui aura été prise, on rentre dans la chambre, on sort, on ne se frictionne pas les mains. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand il y a une signalisation devant la porte, les précautions sont beaucoup plus respectées que si vous ne mettez rien. D'accord ? Automatiquement, il y a une pancarte jaune, vous allez forcément mettre la surblouse, pas rentrer sans. Vous allez vous frictionner les mains en entrant, mais surtout en sortant, donc c'est important. Alors, quand ils sont juste de passage aux urgences, ils ont posé la question. Bon, parce que ce n'est pas forcément la première question à laquelle ils pensent, hein, quand même. Mais si c'est de plus en plus, ça rentre. Hein, maintenant, on voit que de plus en plus aux urgences. Mais ils posent plutôt cette question-là dans les patients qui vont vers les circuits longs. Pas trop dans les circuits courts, mais bon, ça peut arriver. Parce que vous savez, maintenant, les urgences sont divisées. Hein, circuit court, circuit long. Donc là où l'infirmière va vraiment prendre le temps de poser toutes ces questions-là. Mais après, ils peuvent faire le dépistage aux urgences. En tout cas, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Oui.
Tout à fait, et faire le dépistage. Comme ça, quand il reviendra, ben, on saura tout de suite. Donc c'est important. En fait, ah oui, on le fait quand même. On le fait quand même. À partir du moment où vous avez l'information, il faut le faire. Il faut le faire parce que bon, ce patient, il peut revenir. Et parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où un patient est porteur, en fait, il rentre dans une base de données automatique à l'hôpital. Et dès qu'il revient, tout de suite, on a l'information. Donc, quel que soit le médecin ou l'infirmière qui va prendre en charge le patient, dès qu'il va ouvrir le dossier, il va voir que ce patient est porteur. Donc, tout de suite, mettre en place les précautions. C'est ça qui est important, en fait. C'est la rapidité avec laquelle vous allez mettre en place les précautions. C'est comme ça qu'on évite les épidémies. Alors, donc, le dépistage étant positif, quelles mesures complémentaires vous allez mettre en place? Comment? Ah oui, parce qu'il est positif. Là, on vous dit, voilà, le patient il est porteur, attention. Comment? Très bien, ça c'est sûr. Alors, pensez à informer le patient aussi, hein. D'accord? Ok, parce que quelquefois, les patients, ils ne comprennent pas, ils ont une pancarte, les gens s'habillent, ils ne comprennent pas bien pourquoi. Donc, il faut leur expliquer pourquoi. Alors maintenant, on a des dépliants qu'on peut remettre aussi aux patients. Alors, il y a d'autres choses qu'il faudra mettre en place. On va avancer parce que, voilà. Il y a un certain nombre de choses qu'il faudra faire. Ce sera informer les services d'aval, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais quand le patient va à la radiologie, il faut qu'eux aussi prennent des précautions. D'accord? Et ça, on n'y pense pas bien souvent, donc ça, c'est très important. Ou si le patient est transféré, d'ailleurs, dans un autre service, parce qu'il vient en réa, il ne va pas rester un mois en réa, il va rester peut-être 48-72 heures, parce qu'il y a un problème réanimatoire passager, puis après, il va passer en hospitalisation conventionnelle. Eh bien, il faut penser à avertir l'hospitalisation conventionnelle pour qu'eux aussi mettent en chambre seule. Donc, il faut toujours y penser. Après, on va faire un dépistage hebdomadaire aussi. Donc, toutes les semaines, un dépistage pendant toute la période où le patient est présent de ce qu'on appelle les patients contacts. C'est quoi un patient contact? Eh bien, c'est un patient qui a été hospitalisé en même temps qu'un porteur, donc qui a été exposé au risque. D'accord? À partir du moment où vous êtes hospitalisé avec un patient qui est porteur, ben, on est exposé au risque qu'on nous le transmette. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a du personnel partagé, tous les patients qui auront du personnel partagé avec ce patient porteur sont à risque. D'accord? Et c'est pour ça que de plus en plus, on essaie de faire des secteurs le plus petit possible pour qu'il y ait le moins de patients exposés possible. D'accord? Alors après, on va donc dépister ces patients-là. Alors pourquoi on les dépiste? Ben, tout simplement parce que on surveille qu'il n'y ait pas une transmission croisée de la bactérie aux autres patients. Après, donc le renforcement du bionettoyage dans la chambre du patient porteur, évidemment, puisque en particulier, alors pour les entérobactéries, c'est moins fréquent, mais pour les entérocoques, par exemple, qui survivent très bien dans l'environnement, il faut vraiment bien nettoyer l'environnement proche du patient, parce que on peut en trouver dans l'environnement proche du patient, donc il suffit qu'on rentre, qu'on mette la main sur la table de nuit, qu'on ne se frictionne pas les mains et qu'on ressorte avec de l'entérocoque sur les mains. Et puis après, donc ça, ces bactéries, elles sont sous haute surveillance. Donc c'est pour ça que nous, on est censé, en tout cas ce sont les équipes d'hygiène en général, qui font un signalement à l'Agence régionale de santé, l'ARS, parce qu'en France, il y a une surveillance nationale de ces bactéries. Parce que pour l'instant, la France est relativement épargnée grâce à ces mesures qu'on a mises en place. Donc, il y a des cas, mais il n'y en a pas comme en Grèce, par exemple, où en Grèce, quand un patient est hospitalisé en réanimation et qu'on dépiste chez lui une Klebsiella pneumoniae, dans 80% des cas, c'est une carbapenémase. Donc voilà, donc c'est déjà que c'est devenu endémique en Grèce, alors que chez nous, ça reste encore, on a moins de 5% de patients porteurs
dans la population. Alors, 10 jours plus tard, le laboratoire de bactériologie vous informe qu'on retrouve cette même bactérie dans le CBU de Madame P, qui est hospitalisée en médecine interne, et dans le prélèvement d'écoulement de la cicatrice de Monsieur S, qui est actuellement en chirurgie digestive. Alors, bon, là on est très embêtés. Alors, qu'est-ce que vous demandez donc au laboratoire de microbiologie? Enfin, comment vous allez faire votre enquête là? Bon, alors, il y en a un en médecine interne et il y en a un en chirurgie digestive. Voilà, exactement. Est-ce qu'à un moment, ils ont été en contact avec le cas? Forcément, mais après, il va falloir quand même s'assurer auprès du laboratoire que c'est bien les mêmes souches. D'accord? Donc, au laboratoire, vous allez leur demander de comparer les antibiogrammes. Vous allez leur dire, est-ce que c'est sûr? Parce que, bon, après, des patients qui ont des facteurs de risque, on peut en avoir dans tous les services. Hein. D'accord? Donc, bien demander si, effectivement, les 3 souches sont les mêmes pour voir si vraiment il s'agit d'une épidémie ou pas. D'accord? Et en fait, ce qu'on fait classiquement, bon, alors, déjà sur l'antibiogramme, on peut le voir, hein, d'accord, assez facilement, surtout pour des gens qui sont entraînés. Et après, on fait ce qu'on appelle une comparaison génotypique des souches. Et maintenant, il y a des méthodes assez rapides qui permettent de comparer les souches. Alors, donc c'est ce qu'on discutait. Alors après, pour vraiment être sûr que ces patients-là, que c'est effectivement la même souche pour les 3 patients et qu'il y a vraiment une épidémie, il faut regarder, est-ce que effectivement tous les 3 se sont rencontrés dans un service, quelle a été la durée du contact. Alors, quoique, bon, on a décrit des épidémies, on a décrit une transmission croisée en hémodialyse. C'est pour ça que je vous dis que l'hémodialyse, c'est quand même un endroit où c'est assez facile parce que les gens sont en permanence en train de faire des soins, les infirmières, avec des patients qui ne sont pas vraiment séparés. En tout cas, ce ne sont pas des champs, même s'il y a des paravents, mais c'est juste des paravents. Donc, il y a une transmission en 20 minutes. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être assez rapide. D'accord? Et d'accord, j'accélère un peu. Et est-ce qu'ils se sont rencontrés au bloc opératoire? En tout cas, vous allez rechercher s'il y a eu ou pas un moment où les patients se sont rencontrés. Après, donc ça, c'est des choses un peu plus épidémiologiques. Vous allez voir s'il s'agit juste de colonisation ou d'infection. Quelle est la gravité? Est-ce que ce sont des cas probables ou cas certains? Alors là, ce n'est pas le cas, c'est un cas certain. Le cas certain, c'est le patient pour lequel on a retrouvé la bactérie dans un prélèvement. D'accord? Donc ça, c'est un cas certain. Alors, est-ce que c'est acquis ou importé? D'accord? Donc, acquis, ça veut dire que là, c'est acquis, puisque ça a été une transmission dans l'hôpital, donc c'est acquis dans l'hôpital. Importé, c'est un cas qui vient d'un autre hôpital et qui est porteur. D'accord? Ou là, par exemple, le cas index, c'est un cas importé, puisqu'il est arrivé avec. D'accord? Donc là, on a un cas importé et 2 cas acquis. Alors, quel document établissez-vous? En fait, à chaque fois qu'on a comme ça des épidémies, pour savoir est-ce qu'il y a une transmission, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont été hospitalisés dans le même service, est-ce qu'ils ont eu des périodes où ils ont été ensemble dans un service. Alors, on fait de façon quasi systématique ce qu'on appelle un tableau synoptique des cas. D'accord? Donc, c'est un mot très compliqué pour dire qu'on va faire en fait une représentation synthétique des cas, vous allez voir, sur un tableau comme celui-là. Et en fait, vous mettez les périodes d'hospitalisation. Donc, vous avez le cas 1, le cas 2, le cas 3. On met donc les périodes d'hospitalisation et dans quel service ils ont été hospitalisés. Et puis, on met aussi la date à laquelle on a retrouvé la bactérie
dans le prélèvement des patients. Donc vous voyez, le premier cas, c'est un dépistage en réanimation chirurgicale. Puis après, donc vous voyez, le patient il passe en orthopédie, donc c'est en bleu. Le deuxième cas, il y a une période qui est commune en réanimation, donc probablement que ça s'est passé à ce moment-là, et on découvre dans les urines dans le service de médecine interne. Et puis, vous voyez, le troisième cas, en fait, il n'a pas été hospitalisé avec le cas numéro 1 en réanimation, mais en fait, il a été hospitalisé en même temps que le cas numéro 2. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on fait des recoupements. Ça permet très rapidement d'avoir une photographie un peu de ce qui s'est passé. Et voilà ce dont je vous parlais, la comparaison génotypique. Et on va prendre les 3 patients. Alors là, c'est du champ pulsé, ce n'est pas de la RAPD. On en fait de moins en moins parce que c'est des techniques très longues. Mais en fait, ça permet en fait de comparer les souches entre elles. Donc en fait, on prend l'ADN de la bactérie qu'on coupe en petits morceaux et qu'on fait migrer sur un gel. Voilà, à partir de là, donc vous avez la courbe, vous avez le tableau synoptique, vous avez la comparaison génotypique des souches. Donc, qu'est-ce que vous en concluez ? Voilà, et là, effectivement, on a une épidémie. On est face à une épidémie. Donc, ça permet donc de supposer vraiment qu'il y a eu une transmission croisée, d'accord ? À travers, en général, cette transmission peut se faire par plusieurs biais, mais en tout cas, pour nous, il y a une épidémie. Donc alors, quelles mesures prenez-vous pour évaluer plus précisément la diffusion de la bactérie au sein des services ? Voilà, parce que c'est vrai que le premier cas, on le savait, on a dépisté, mais les 2 autres cas, finalement, ils sont arrivés dans un service. Ils étaient supposés être négatifs, en tout cas au moment où on les a dépistés, ils étaient négatifs, puis ils se sont positivés secondairement. Donc là, il va falloir, et en médecine interne, et dans le service de chirurgie digestive, refaire la même chose, c'est-à-dire dépister les patients contacts. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles autres mesures on peut mettre en place ? Pardon ? Alors, donc, effectivement, on va revenir sur cette notion-là, oui, parce que dans les services où finalement il n'y avait rien ni de mis en place, on peut se poser la question, effectivement, d'arrêter les transferts. Mais avant d'arrêter les transferts, en fait, on va souvent par étapes et on va en parler. Pour terminer juste sur ce que je vous disais, donc en plus du tableau synoptique, on peut faire ce qu'on appelle une courbe épidémique, c'est-à-dire qu'on va dépister, là en médecine interne, on va dépister en chirurgie digestive, et après, pour savoir exactement combien on a de cas au total, on fait ce qu'on appelle une courbe épidémique. En fait, c'est un empilement des cas en fonction des services. Donc, vous l'avez là, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que, par exemple, là, dans le service numéro 1, visiblement, on a 4 cas. Dans le service numéro 2, on n'en a qu'un seul. Dans le 3, on en a 2. Et voilà, donc dans tous les services où sont passés, où on va faire les dépistages, pour se dire, bon, ben, finalement, cette épidémie, ben, elle a créé 10 cas secondaires, 11 cas secondaires, voilà. D'accord ? Vous voulez poser une question ? Sur la PCR que vous avez montré, Non, ce n'était pas une PCR, c'était un champ pulsé. Oui. C'est un champ pulsé, oui. Ça va ? Oui. En fait, c'est de l'ADN qu'on prend, qu'on coupe en petits morceaux, et puis c'est l'ADN total, d'accord ? On coupe en petits morceaux. C'est pas comme la PCR où là, on amplifie juste une partie. C'est avec des enzymes de restriction, oui. Ah non, non, non. Si c'est 2 choses différentes, vous aurez des profils complètement différents. Si c'est 2 souches identiques, vous aurez des profils identiques. Voilà. Donc là, si vous voulez,
on a 3 souches, d'accord? Les 3 souches sont... alors, c'est vrai que quelquefois, on peut avoir... Vous voyez, la première n'est pas exactement identique aux autres, mais elle est similaire. Parce que quelquefois, on peut avoir effectivement des petites différences. Et il y a, à partir du moment où il y a moins de 5 différences, on dit que c'est la même chose. Voilà, exactement. Parce que bon, c'est vrai que après, il faudrait faire du séquençage. Et là, si on séquence, on saurait exactement. D'accord? Mais là, c'est déjà le champ pulsé, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, c'est ce qu'on fait de moins en moins parce que c'est une technique qui est extrêmement longue. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, maintenant, on fait beaucoup des techniques rapides de PCR qui sont la RAPD, par exemple. Voilà, alors, on revient. Donc, voilà, ça, c'est la courbe épidémique et c'est quelque chose qui nous sert beaucoup à suivre le nombre de cas qu'on peut avoir. Alors, maintenant, quelles sont les sources potentielles de cette épidémie? Comment on peut avoir retrouvé comme ça chez 2 autres patients, et chez même plus, là, il y avait quasiment une dizaine de patients. Comment on peut retrouver, comment ça s'est passé? Quelles sont les sources possibles? Non, les sources possibles de transmission, en fait. Comment? Oui, alors comment? Voilà, c'est ça. Et c'est le mécanisme le plus fréquent, c'est la transmission croisée par les mains. Et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important de toujours se frictionner les mains avant et après un contact avec un patient. Parce qu'en fait, il n'y a pas marqué je suis porteur de BMR ou de BHR, en fait. D'accord? Et vous avez vu, là, en fait, même en réanimation où les patients étaient dépistés toutes les semaines, ils ont probablement été dépistés en réanimation et ils étaient négatifs parce que faut savoir que les dépistages qu'on fait, c'est quand même pas, ce sont pas des tests qui ont une excellente valeur prédictive positive ou négative d'ailleurs. Hein. D'accord ? C'est pas des tests très très sensibles. C'est pas un test très sensible le dépistage. D'accord ? Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête que tout patient est potentiellement porteur d'une bactérie multirésistante. Alors, il y a des tests qu'on fait maintenant qui sont un peu plus sensibles que la biologie moléculaire, sauf que la culture. Il y a des tests maintenant qu'on fait en biologie moléculaire, mais c'est des tests, qui coûtent cher, et deuxièmement, dans lesquels on ne peut pas, qui ne détectent pas toutes les enzymes. Donc, ce n'est pas parce que ce test de biologie moléculaire est négatif qu'on peut se dire, c'est sûr, il n'est pas porteur, parce qu'il y a d'autres enzymes qui ne sont pas comprises dans le test. Et c'est pour ça qu'on continue d'ailleurs à faire la culture. Donc, les sources potentielles, donc, comme vous avez vu, quand on regarde le tableau synoptique, on voit qu'il y a des séjours communs, donc probablement la transmission croisée. C'est la plupart du temps ce qui se passe. Et sinon, il y a les sources environnementales par le matériel. Ça peut arriver du matériel partagé, en particulier des patients qui ont des drains, à qui on fait des échographies, et puis on passe à côté, on fait des échographies, on ne décontamine pas correctement la sonde d'échographie. Donc ça, c'est possible. Par l'environnement du patient, c'est possible. Ou alors un patient qui était porteur de RV, la chambre n'a pas été correctement décontaminée avant d'en mettre un autre, ça c'est arrivé, et le patient qui vient après, voilà, il y a une transmission croisée dont la source est l'environnement. Donc ça peut arriver, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus rare, d'accord ? Alors, donc parallèlement à votre enquête, quelles mesures préventives prenez-vous dès que la transmission croisée est suspectée? Ça veut dire que ça y est, on vous dit il y a des cas secondaires là, il y a des cas secondaires en médecine interne, en réanimation, en chirurgie digestive. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on peut pour éviter en plus d'exposer encore des patients, etc. Voilà, c'est ça. On va faire une sectorisation. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, la sectorisation, ça sert à quoi? Ça sert à regrouper les patients qui ont les mêmes risques. D'accord? Donc, on va regrouper tous les cas, tous les patients porteurs.
On va regrouper tous les patients contacts, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont eu du personnel partagé avec les cas et qui ont été hospitalisés en même temps que les cas. Et puis, pour pouvoir continuer à réadmettre, ce que vous disiez tout à l'heure, on arrête les admissions, pas tout de suite en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi un secteur pour les nouveaux patients, donc qui n'ont pas été exposés. D'accord ? Donc en général, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Alors, ça, voilà, c'est dans chacun des différents services, c'est ça la question ? Oui. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, effectivement, on est obligé de le faire dans chacun des services. L'idéal, c'est de regrouper les patients. En particulier, de regrouper les cas. Pas les contacts et les nouveaux, mais c'est de regrouper les cas. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à le faire parce que, alors bon, les patients de réanimation, on ne les regroupe pas. Eux, ils restent en réanimation. Mais c'est vrai que celui de médecine interne et de chirurgie digestive, ce qu'on fait, c'est effectivement, on discute avec les services. On va leur dire, on leur demande, on leur dit est-ce qu'on pourrait, par exemple, regrouper, est-ce que le patient de chirurgie digestive peut aller en médecine interne ou vice-versa. Alors, quand c'est possible, dès que c'est possible pour le patient, d'accord, dès qu'il n'a pas besoin d'être vraiment dans ce service spécialisé, à ce moment-là, on essaie de le faire parce qu'en fait, ça permet effectivement d'exposer beaucoup moins de patients. D'accord ? Parce que si on regroupe tous les cas dans un secteur, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qu'on aimerait mettre en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des cas, qu'on les regroupe à chaque fois dans un même service, ça permettrait de ne pas exposer d'autres patients. Alors c'est vrai qu'on a exposé des contacts, mais une fois qu'on les aura dépistés et qu'ils sont négatifs, on dira qu'ils ne sont pas porteurs, ils ne sont plus porteurs, il n'y a plus de risque. Et donc là, on expose plus ou moins de patients. D'accord ? Alors, pour la prise en charge des soins, donc quand on est face à ce type de situation où on a une épidémie, alors l'idéal, c'est d'avoir du personnel dédié dans chaque secteur. Ça veut dire du personnel pour les cas, du personnel pour les contacts et du personnel pour les nouveaux patients. Et là, normalement, on est sûr qu'on arrête l'épidémie, puisqu'on sait que ça se transmet par le personnel. La seule chose, c'est que malheureusement, dans nos hôpitaux, on n'a pas assez de personnel pour le faire. Alors, quand on peut le faire, et dès qu'on peut le faire, on essaye de le faire. Mais bon, je vous avoue que c'est de plus en plus rare et qu'on arrive de moins en moins à le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la marche en avant. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper, faire les soins chez les nouveaux patients, puis ensuite chez les contacts, puis ensuite chez les cas. D'accord ? Et là, effectivement, il faut former le personnel, vraiment aller leur répéter que c'est important de respecter. Alors après, c'est vrai que si un patient, si un cas a un problème et que vous êtes en train de faire un soin chez un contact, on ne va pas laisser lui dire non, on reviendra plus tard. Donc là, vous êtes obligé d'aller voir le patient. Mais à ce moment-là, il faut bien s'habiller, il faut bien se frictionner les mains et il faut faire vraiment très attention. Ce qu'on essaie de jamais faire, c'est que le personnel paramédical qui s'occupe des nouveaux patients s'occupe des cas. D'accord ? Alors, on fait la marche en avant entre nouveaux patients et contacts, mais on essaie de ne pas faire entre nouveaux et cas. D'accord ? Donc, on essaie en général de ne pas mélanger les cas et les nouveaux patients pour ne pas encore exposer de nouveaux patients. C'est clair pour vous ? Ouais. Après, c'est de la logique. C'est vrai qu'il suffit de réfléchir un peu aux différents cas. Donc après, ce qu'on va mettre en place, donc c'est les précautions complémentaires. On a vu les solutions hydroalcooliques. On a parlé des formations. On va rappeler les formations. On va renforcer le bionnettoyage. En général, on fait une fois par équipe. Alors, on recommence, c'est les dépistages hebdomadaires de tous les patients en contact. Alors, renforcer le personnel, donc c'est ce que je vous dis, à partir du moment où on fait une sectorisation, on va demander du personnel supplémentaire. Et très souvent, il faut faire des réunions d'information pour que tout le monde soit bien informé des mesures à prendre. Et c'est vrai que c'est toute une gestion pour les cadres, quand ils doivent faire... donc
la sectorisation du personnel. Et puis, très souvent, alors évidemment, les EOH sont toujours présents dans ces services. Alors, les mesures préventives, les autres mesures préventives, ce qui est extrêmement important, c'est informer les services quand on transfère. C'est ce que je vous ai dit déjà, mais à partir du moment où il y a un transfert, il faut informer l'équipe opérationnelle d'hygiène. Si vous n'avez pas le temps de le faire, en tout cas, nous, on se charge d'avertir la radiologie, les autres services en leur donnant les précautions à prendre. Et puis les brancardiers qui, eux, vont d'un service à l'autre, il faut vraiment les informer. Alors, un des services a opté, bon, il n'y avait pas assez de personnel, donc lui, il a opté pour la marche en avant. Et une semaine plus tard, bon, c'est un peu caricatural, mais ça arrive, hein, ça arrive de cette façon-là. Une semaine plus tard, on a 3 nouveaux cas. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Donc, on a fait de la marche en avant, ça n'a pas marché puisqu'on a eu 3 nouveaux cas. Donc, qu'est-ce qu'on propose dans ces cas-là? Voilà, là, on impose vraiment la sectorisation avec du personnel dédié. D'accord? Parce que, en fait, le service était sectorisé, mais il faisait de la marche en avant. Donc, les nouveaux cas, les contacts, mais visiblement, ça ne marche pas toujours. En fait, ça ne marche pas toujours quand c'est dans des services où les patients ont beaucoup de soins. Parce que les soignants passent beaucoup de temps avec les patients. Et là, le risque de transmission est plus important. D'accord? Donc, ça arrive dans les services de chirurgie, dans les services où les patients sont grabataires, dans les services de gériatrie, ça arrive, dans les SSR. Parce que c'est des patients qui ont des changes, qui ont énormément de soins, donc un contact très prolongé avec le personnel paramédical. Et là, le risque épidémique est très grand. Et en général, dans ces services-là, il vaut mieux du personnel dédié pour chaque secteur. Bon, comme je vous ai dit, ce n'est pas toujours possible. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Dans ce cas-là, on impose, on dit là, c'est pas possible, plus de marche en avant, c'est terminé, parce que ça ne marche pas. La preuve, on a eu des cas secondaires malgré la marche en avant. Ça nous est arrivé l'année dernière, l'été dernier, en gériatrie. On avait fait de la marche en avant, mais c'était des patients tellement lourds, alités, complètement dépendants, que, bon, voilà, là, on sait qu'on prend un risque, on a pris le risque et ça n'a pas marché. Donc là, après, on a imposé du personnel dédié. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, donc c'est pareil, donc cohorting des patients porteurs, hein, puisque vous avez 3 supplémentaires, donc vous allez mettre tous les patients porteurs ensemble, c'est ce qu'on appelle le cohorting, ça veut dire regroupement, hein, des patients porteurs, et là, c'est du personnel dédié, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est du personnel qui est affecté à un secteur unique. Alors là, c'est l'arrêt des admissions, puisqu'on ne sait plus où on en est. Donc on arrête les admissions pour que les gens reprennent bien les habitudes. D'accord? On fait un tour de dépistage la semaine suivante et on réfléchit après, est-ce qu'on peut recommencer à admettre ou à pas admettre? Et ça sera surtout fonction du personnel dont on dispose. Parce qu'on ne peut pas admettre du personnel, on ne peut pas admettre des patients si on n'a pas de personnel. D'accord? Pour s'en occuper. Et voilà, donc là, il y aura une discussion, hein, pour la reprise des admissions. Et puis, c'est pareil, on arrête les transferts parce que pour l'instant, on a 3 nouveaux cas. Peut-être que la semaine prochaine, on en aura 3 autres parce que le dépistage était négatif cette semaine, mais il va se positiver la semaine prochaine. Donc, on arrête les transferts, on arrête les admissions et on fait un point. Et ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'on ait au moins 2 dépistages négatifs pour tous les patients qui n'étaient pas. D'accord? C'est clair? En fait, on va par palier. C'est vrai que l'idéal serait tout de suite de faire personnel dédié, sectorisation, et puis c'est tout. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Donc, on commence toujours par faire de la marche en avant. Et puis après, bon, si on voit que ça ne marche pas, à ce moment-là, on fait vraiment du personnel dédié. Voilà. Alors, Monsieur P doit faire une échographie abdominale. Quelles précautions devront être prises? Voilà, c'est ça. C'est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut informer la radiologie. Et eux, en radiologie, en fait, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils programment ces patients en dernier. Comme ça leur permet d'avoir bien le temps de bien nettoyer la salle. D'accord? Donc, et puis, le personnel va
prendre des précautions, mettre une surblouse pour s'occuper des patients. Voilà, c'est fini. Ça nous donne le temps de faire nos